en est la virilité actuellement? J'ai juste dit juste avant qu'on avait déjà bien entamé la déconstruction de ces concepts de virilité et de féminité. Et là, on va aborder justement où en est précisément la virilité dans le monde moderne et dans la société occidentale plus précisément. Hum, On tend une disparition totale de la virilité. Plus aucune valeur n'est mise en avant comme devant être un objectif de chaque homme. On a différents facteurs qui expliquent cela. Je vais te les lister plus ou moins. Il y en a beaucoup enfin, il y en a plusieurs, et c'est juste des ébauches pour l'instant. Je pense en supprimer d'autres par la suite, mais c'est en réflexion. Féminisme, idéologie LGBT, répression de la virilité traditionnelle et de la masculinité. Actuellement, en effet, ces mouvements-là, le mouvement, on pourrait dire, féministo-LGBT, quoi, euh, montre du doigt l'homme comme étant un être mauvais. C'est la fameuse masculinité toxique, hein. Cela opprimerait la femme, et le principal problème de l'homme serait sa virilité et même sa masculinité, c'est-à-dire ses traits intrinsèques. Parce que les féministes, il y en a quand même plusieurs qui savent ce que c'est la différence entre les deux. Même si c'est une très faible minorité, souvent juste ceux qui réfléchissent un peu. Enfin, celles qui réfléchissent un peu. Et on diabolise donc la masculinité dans ces mouvements-là. Ça comprend l'agressivité, le désir de conquête, de pouvoir, de domination, la prise de risque. Voilà. On trouve ça néfaste, et en effet, sous certains aspects c'est néfaste, mais justement comme je disais, orientés par la virilité, ces instincts-là sont mis en valeur. Ils sont même plus positifs que s'ils n'étaient pas présents. Par exemple, niveau une société où il y a des hommes un peu agressifs, mais que l'agressivité est dirigée vers les bonnes choses, niveau une société où il y a un peu de prise de risque, plutôt que pas du tout. Et en niant ça, en voulant supprimer ce genre de choses, on perd au change. La société est moins efficace, et déjà on nie les instincts primaires, ce qui n'était jamais bon. Autre facteur de disparition de la vérité, l'indistinction homme-femme. C'est pas vraiment la même chose qu'auparavant en fait, que l'autre facteur féministe, etc. C'est qu'aujourd'hui en fait l'homme et la femme n'ont plus vraiment de rôle distinct. On tend vraiment à mélanger les deux dans le foyer, au travail, dans la culture en général. C'est-à-dire qu'on n'a pas nié la vérité, on a créé un autre idéal, comme je le disais, l'égalitarisme on va dire, qui pourrait plus... ouais, c'est un égalitarisme. On recherche plus la similarité en fait, même, entre les sexes. Et ça devient l'idéal de la culture moderne. Donc voilà un autre facteur. Un autre facteur, ce serait aussi l'absence de transmission de ces valeurs. En effet, on a bien vu que nos ancêtres, les boomers, et même ceux qui étaient un peu là un peu avant, et même on pourrait remonter à pas mal loin en fait dans l'histoire, euh, depuis plusieurs générations, on transmet de moins en moins ces valeurs-là. Pour différentes raisons, mais de base, déjà, il y a un gros défaut, un gros déficit plutôt, de transmission entre les générations. Et ça comprend du coup aussi ces valeurs-là, qui sont les valeurs viriles. On a un déficit de transmission des savoirs et des valeurs en général d'ailleurs, hein, mais les valeurs viriles n'en sont qu'une partie. Un gros phénomène aussi, qui est très très important, c'est le travail à la chaîne et la tertiarisation. En effet, on ne demande plus de force à l'homme, plus d'attributs, enfin, qui est l'attribut viril par excellence, hein, qui permet d'ailleurs de se sentir homme. Euh, c'est un peu basique, mais si les hommes, euh, il y en a qui trouvent leur voie à travers la musculation à outrance, c'est parce qu'ils se forgent une image d'eux qu'ils aiment, parce que ça correspond à leurs envies intrinsèques qui sont d'être musclés, d'être dominants. Et la musculature est assimilée justement à ce trait de virilité. On se sent bien quand on est musclé, quand on est homme. Un homme se sent bien quand il est musclé. De même, l'homme en perdant son caractère de bâtisseur, de producteur, perd aussi sa vérité. C'est ce qui le distinguait de la femme à l'époque. Un homme de bureau ne peut exprimer, développer sa virilité aussi facilement qu'auparavant. Euh, il est dans un cercle vicieux d'ailleurs de soumission, ce qui n'est pas très bon non plus pour la virilité, pour son instinct viril, on va dire. Autre facteur, le chômage et la mondialisation, ça a fait que l'homme n'est plus capable de subvenir aux besoins de sa famille, et la mondialisation, en plus, ça a eu comme effet de délocaliser toutes les industries et tout ce qui est la production de biens matériels dans d'autres pays, et donc forcément, vu que c'était le cœur de métier des hommes, euh, les hommes ont perdu aussi leur cœur de métier, ils sont tertiarisés, ou je sais pas comment on prononce ça déjà, tertiarisés, voilà, et donc ils ont perdu au change aussi à travers cette mondialisation et ce chômage de masse.
L'entrée des femmes sur le marché du travail a aussi eu un gros retentissement. L'homme n'est alors plus le seul à subvenir aux besoins de sa famille. Or, c'était, je pense, presque l'élément essentiel qui restait à l'homme. C'est-à-dire à partir du moment où l'homme pouvait subvenir aux besoins de sa famille, il était vu comme le pourvoyeur, le sauveur de sa famille, et tout le monde en dépendance autour de lui, toute sa famille, tout son cercle familial. Et ça valorisait son ego énormément. Et il se sentait homme, et justement ça permettait à côté qu'il soit épanoui, qu'il se sente autoritaire, qu'il se sente en forme, qu'il travaille sur soi, etc. Et il avait justement après aussi ça facilitait le fait qu'il se voit comme quelqu'un de viril et qu'il ait envie d'être viril justement. Être viril à côté, c'est-à-dire prendre soin de sa famille, défendre sa femme, etc. En tout cas, ça a eu un impact négatif, cette entrée des femmes sur le marché du travail. Les femmes, en fait, font d'ailleurs le travail traditionnel des femmes et des hommes. Elles font les deux maintenant, d'où la charge mentale assez conséquente des femmes. Parce qu'on sait que dans les couples, les hommes n'ont pas vraiment évolué de ce point de vue-là. Ils ont toujours la flemme de faire des tâches ménagères et de prendre soin des enfants. Alors je dirais que le fait de prendre soin des enfants, c'est une question déjà d'instinct, parce que les hommes sont peut-être moins attirés par les enfants et par le fait de prendre soin d'eux. Après, pour tout ce qui est tâches ménagères, je pense que c'est que intrinsèquement, il y a un petit reliquat de culture euh, qui est toujours en place, qui fait que la femme se sent plus poussée à faire ce genre de choses que l'homme. Et l'homme peut-être est moins aussi porté sur la propreté autour de lui, peut-être qu'il s'en fout, il peut plus facilement faire avec. Il y a peut-être ce genre de choses aussi. L'enrichissement des femmes aussi a un grand rôle. C'est très très observable de nos jours. C'était pas tellement un problème auparavant, mais le fait que les femmes se soient enrichies, et surtout qu'en fait elles deviennent de plus riches que les hommes maintenant, ça se voit dans de nombreux domaines, hein, et en général la tendance est que les femmes gagneront bientôt plus que les hommes dans la classe moyenne en fait, car elles font de plus longues études. Et ça c'est pas bon, pas bon pour l'homme, et ni pour la femme d'ailleurs, hein, mais j'aborde ici l'homme. Euh, Parce que l'homme se sent blessé dans son ego quand sa partenaire gagne plus que lui. Il voit il- à travers ça en fait un signe de dominance en fait, et il ne peut pas vraiment supporter ça. Enfin, une bonne majorité des hommes, au fond d'eux, n'aiment pas ça en fait. Après, il y a des gens que je connais qui arrivent à passer outre ça. Je suis assez admiratif quand on sait que la majorité des hommes ont du mal avec ça. Mais je pense qu'au fond, il y a quand même toujours un peu un ego de l'homme qui se dit ah oui quand même c'est elle qui va payer la maison, c'est elle qui va payer les courses, etc. Et ça, pour l'ego d'un homme, je ne pense pas que c'est toujours très bon. Et même pour la femme, du coup, en parallèle, c'est pas très bon. Parce que elle veut un mec qui assure, un mec qui domine aussi. Un minimum. Et forcément, la vision de son homme, elle est dévalorisée à travers ça. Ça peut paraître un peu bête, hein, mais c'est de l'instinct après. Après, bien sûr, les gens arrivent à faire avec, mais mine de rien, ça joue quand même. D'ailleurs, on sait que les études qui commencent à sortir sur ça, sur les femmes, par exemple, docteurs, les femmes avocates, qui ont beaucoup de difficultés à trouver des partenaires en fait. D'une part parce que déjà elles ont été focalisées sur leur carrière. Et donc à un moment elles veulent fonder une famille. Les hommes de leur âge ont souvent déjà fondé une famille. Quand ils sont dans le même cercle social, dans le même niveau, on va dire, financier, quand ils ont autant d'argent qu'elles, ils ont souvent, en fait, ils ont moins de problèmes avec se mettre avec déjà qu'une meuf un peu moins riche, donc eux, ils auront déjà pu trouver un partenaire. Et les femmes d'un haut statut comme ça, elles ont besoin d'un homme qui gagne plus qu'elles ou qui a un salaire équivalent. Elles ont du mal en fait avec à se mettre avec un homme d'un salaire inférieur. Et elles trouvent donc du coup elles ont beaucoup de difficultés du coup à se mettre en couple en fait. Et ça cause des problèmes dans les cercles sociaux féminins assez riches parce que du coup il y a un célibat assez préoccupant. Autre facteur négatif pour la virilité, l'aide étatique. Les aides font qu'une femme seule avec enfant ou encore une femme en divorce seront prises en charge par la société. Elles ne dépendront plus d'un homme, ce qui amoindrit la force des hommes.
en soi, je sais pas si c'est une si mauvaise chose, hein, parce que c'est bien aussi qu'il y ait ce genre de truc, que les femmes puissent quitter leur partenaire. Euh, En revanche, il y a peut-être comme des choses. En fait, c'est peut-être pas ça au final le problème. Pour moi, c'est plus pourquoi les femmes divorcent déjà. Et pourquoi on autorise des femmes seules à faire des enfants. Ce qui n'est pas bon du tout. Et pourquoi les gens se sentent plus à l'aise qu'avant pour se séparer alors que leurs enfants sont encore jeunes. Ces trois paramètres-là devraient être corrigés. On devrait rétablir, on va dire, une certaine vision du couple, qui est qu'il ne se séparera que quand les enfants seront majeurs. Parce qu'il faut des parents pour éduquer les enfants et pour les avoir. Il faut deux parents justement pour une certaine, un certain développement de l'enfant stable et sain. Euh, voilà, en fait, l'aide étatique, elle révèle plus d'autres problèmes, je pense. Mais bon, c'est encore cafouillis, comme je le disais. Peut-être qu'il y a aussi un rôle de la guerre mondiale, enfin des guerres mondiales et du développement des armes. Peut-être à travers le fait que, avant, l'arme, c'était le corps de l'homme. Bien sûr, il y avait des choses autour, épée, armure, etc. Mais ce qui était au centre, c'est le corps de l'homme. C'est à travers son corps que l'homme guerroyait et qu'il pouvait vaincre son ennemi. L'apport des armes à feu a détruit cela. C'est-à-dire que les hommes, on a bien vu durant la Seconde Guerre mondiale, avoir une armure n'était pas, on va dire, indispensable. Tu te prenais une bombe à la tronche, tu te prends une bombe à la tronche en fait. Équipé ou pas, tu n'es rien. Au final, le corps de l'homme, il n'est plus aussi valorisé qu'avant, et l'homme perd en prestige à défendre les siens. La guerre aussi est beaucoup moins prestigieuse. En fait, tout l'aspect défense des siens, qui était, on va dire, l'apanage de l'homme auparavant, perd en crédit. Bon, ça n'empêche pas que ce sont toujours que les hommes qui sont dans l'armée, mais n'empêche que ça peut-être joue aussi dans la vision qu'on avait au niveau sociétal, la vision qu'on avait des hommes en fait. On les voit moins comme des défenseurs maintenant. Médias de masse et absence du sujet dans les médias de masse. L'absence du sujet de la vérité dans les médias de masse, oui, effectivement, ça pose problème aussi. En fait, ils ne parlent pas de vérité tout court, hein, ou la dévalorisent en fait. Ou ils vont même valoriser des concepts antivirils, hein, comme laisser son enfant vivre sa vie, ouverture sur la polyandrie, laisser sa femme être égale voire dominante dans le foyer, valorisation de l'homme soja, valorisation de l'expression de ses émotions, etc. En fait, on valorise un homme antiviril presque de nos jours. On a aussi un problème avec la disparition de la culture, parce que la culture transmettait ses idéaux virils à travers les mythes, la religion surtout, les histoires qu'on se transmettait de génération en génération, toutes les fêtes traditionnelles aussi. Tout ça transmettait en fait des valeurs. Tout ça c'est absent de nos jours, et donc la transmission de nos concepts de vérité et féminité à travers ces choses-là, ça a disparu. On a aussi de nos jours une diabolisation de la violence et du conflit. On empêche en fait les enfants de se battre, de découvrir la violence et donc aussi de découvrir leur puissance. Je parle surtout pour les hommes, enfin pour les jeunes garçons. Au lieu de la diaboliser, cette violence, il faudrait organiser sa découverte de manière saine et surtout enseigner à la maîtriser. C'est surtout ça en fait. En user dans les bonnes circonstances. Or, le fait de diaboliser cette violence, ça crée des hommes incapables de gérer le conflit, d'être confrontés à la violence. Et quand ils ont quand même envie de se battre, la violence explose sous des formes très très hardcore. Les violences de rue sont très 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 violentes justement. C'est pas juste un point dans la tronche, tu tombes par terre et hop, c'est bon, c'est fini. C'est du lynchage en mode bonne et due forme, quoi. Autre problème, l'individualisme et l'hédonisme. Oh là là, putain, je suis un peu fatigué. On valorise le fait de profiter de la vie, de consommer, de penser à soi, sans penser à s'améliorer, à construire une famille ou des projets. En fait, on suit la voie de la facilité. Or, suivre la voie de la vérité, ça demande des efforts. Car, comme je le disais, la vérité est un idéal. Tout idéal à poursuivre, forcément, ça demande des efforts. Si tu veux pouvoir défendre ta famille, si tu veux pouvoir assurer sa sécurité financière, si tu veux pouvoir développer du courage, de l'assurance, si tu veux atteindre tes buts, travailler pour tes buts, etc., tout ça, ça demande énormément d'efforts. Or, on est dans une ère de la facilité. C'est-à-dire qu'on suit vraiment la voie de la facilité de nos jours.
Autre problème, l'infantilisation et la déresponsabilisation. On infantilise de nos jours les individus en général, hein. C'est en parallèle avec l'individualisme, c'est très très lié, hein. Et le fait qu'on recherche la facilité, c'est l'État qui subvient à tous nos besoins. L'individu moderne ne produit plus grand chose en fait. Il est surspécialisé, et souvent d'ailleurs, ce qu'il produit n'est pas vraiment concret, n'est pas pertinent. Quand tu as 70% de la population qui travaille dans le tertiaire, permets-moi de te dire qu'on a créé beaucoup de jobs inutiles, ou alors ils sont utiles dans le cadre de notre société, mais on pourrait imaginer une société où on se passe de la moitié de ces gens-là, en fait, largement. Après, rien ne nous empêche d'imaginer ces sociétés. Après, c'est sûr que si on supprimait ces jobs-là, la société s'effondrerait. Donc ils sont en soi utiles pour une partie, mais ça n'empêche que c'est pas des travaux valorisants et intéressants pour moi, et pertinents. Donc en fait, l'État subvient à tous tes besoins, tu produis pas grand-chose, et tu aurais juste à faire un petit travail de merde, et après, on s'occupe de toi, à tous les niveaux, logement, nourriture, loisirs, etc. En étant infantilisé et en s'infantilisant, on ne peut pas devenir un homme, justement. C'est-à-dire que là, de nos jours, on nie l'autonomie. On veut justement des individus dépendants. Et les gens se complaisent dans leur dépendance. Ce qui crée d'ailleurs des gros problèmes psychologiques. Les gens sont pas fiers d'eux et sont juste des sous-merdes. Et voilà. En gros, là, en faisant ça, tu dévalorises, tu empêches l'homme d'être viril parce que la virilité passe aussi par un gros pan psychologique qui est la poursuite de ses ambitions, la conquête, l'envie de se dépasser, le travail, etc. Et surtout l'envie d'être dominant, d'être indépendant. Et le modèle de nos jours, le modèle d'individu de nos jours, est tout sauf tourné vers l'indépendance, le dépassement de soi et l'autonomie. Un autre problème de nos jours, c'est la suppression du risque. On évite au maximum aux enfants de se confronter au risque. Même les adultes sont de plus en plus peureux. Ils prennent un minimum de risques. Les seuls qui prennent un peu de risques sont les entrepreneurs, mais tout le monde se satisfait maintenant d'une situation de salarié. Par exemple, tiens, un exemple courant. On sait qu'en médecine, les gens de nos jours, au niveau des médecins généralistes, ils se tournent de plus en plus vers les cabinets à plusieurs. Et une de ces raisons-là, c'est de ne plus gérer tout ce qui était paperasse, et tu prends moins de risques aussi à travers ça en fait. C'est-à-dire que se mettre en groupe, alors je crois que je m'égare un petit peu, non, je pense que c'est pas vraiment ça la suppression des risques. C'est plus qu'en fait de nos jours les médecins se réunissent entre eux par facilité, c'est pas pour prendre moins de risques. C'est juste qu'en fait ils ont moins de responsabilités, ils ont moins de travail à fournir, et donc c'est pour ça que ça marche bien. Bon, en plus du fait que c'est toujours agréable de travailler avec des collègues. L'enfant ne se construit plus comme un explorateur en fait de nos jours, vu qu'on supprime les risques. Avant, l'enfant était un explorateur, d'ailleurs même les filles hein, y compris, et il grandissait à travers cette prise de risque, en allant dans la campagne, en bougeant, en allant dehors, etc., en jouant avec ses copains. En supprimant cela, on a créé des individus qui sont peureux, donc par définition anti-virils, qui n'osent prendre des risques et avancer, c'est anti-viril. On a aussi, comme je le disais tout à l'heure, une apologie et une valorisation de l'anti-virilité. On valorise l'homme sensible qui parle de ses émotions, qui sait pleurer, qui est doux, attentionné, qui est maternant. On a le papa poule qui est valorisé, etc. L'homme baraque, etc. n'est pas un idéal valorisé par tout le monde. C'est valorisé en fait dans les espaces, on pourrait dire, où s'expriment les instincts, donc dans les réseaux sociaux. Là, on voit bien qu'il y a une hypersexualisation. On essaie de montrer une vérité exacerbée comme un but à poursuivre, parce qu'au final, là, les individus s'expriment réellement. C'est pas contrôlé par des médias, etc. C'est ce que les individus veulent au fond d'eux, en fait. C'est-à-dire qu'on est fier d'être beau, viril, musclé, etc. à la base. Or, les médias, etc. en général, valorisent l'anti-virilité. L'éducation nationale aussi le fait. Elle va brimer tout petit être qui est un peu énergique, qui prend des petits risques, etc. Elle va
Elle va le mettre dans un petit moule, un petit cadre. La pornographie aussi est un gros souci. Elle permet d'assouvir son désir de domination par procuration. De plus, à travers l'éjaculation, on coupe notre testo, c'est bien connu. On coupe notre agressivité, notre tension sexuelle, on coupe notre virilité tout court en fait. Et comme on a assouvi nos désirs par procuration, on ne recherche plus la femme, qui était d'ailleurs un grand objet, une grande motivation du dépassement de soi en fait. C'était l'idée de tenir la meilleure partenaire et de fonder une famille. Là, quand tu peux obtenir tu peux satisfaire ton désir sexuel à travers la pornographie justement, tu ne mets plus de ton énergie dans la recherche d'une compagne. On ne fait plus d'efforts justement pour s'améliorer afin d'être le meilleur parti et de trouver une compagne. Tu peux te satisfaire d'une petite branlette quotidienne et d'être une sous-merde. D'ailleurs, la testo a un grand rôle, hein. Pour l'instant je ne l'ai pas abordé dans tout ce qui est vérité, mais on sait que c'est l'hormone même de la vérité. C'est un sujet qu'il faudrait que je creuse à terme, mais je ne l'ai pas creusé pour l'instant. Donc il y a tout un discours à avoir en fait sur qu'est-ce qui diminue la testo de nos jours et comment on pourrait la booster en fait. Parce que bien sûr, la vérité c'est une attitude, mais il y a aussi une biologie derrière, c'est-à-dire que ton corps te donne les moyens d'être viril aussi. Et ce moyen-là, c'est la testostérone, en plus de tout ce qui est état de santé. Donc pour être viril, hein, d'ailleurs en passant, il faut être en bonne santé forcément. Donc on ne peut pas être viril. Enfin, disons que fumer, bouffer comme un gros tas, c'est pas forcément non plus une bonne manière d'être viril. On a des Bench et Cigare, là, qui est une chaîne assez connue d'ailleurs, qui fait un peu l'apologie de ce concept de virilité, qui en effet a des aspects très positifs hein, dans la transmission de ces valeurs-là, qu'on a plus de nos jours. Le mec fume des cigares et bouffe des quantités de viande assez conséquentes. En fait, c'est pas forcément la meilleure manière de faire pour booster justement ta testo et être en bonne santé. Tu pourrais te passer de cigares et bouffer de la viande en quantité plus modérée, ce serait très bon pour ton cœur et tout ton corps t'en remercierait et tu aurais sûrement une meilleure énergie, une meilleure testo en fait. D'ailleurs, même l'alcool, hein, qui est un peu l'alcool, le tabac, le cigare et la bonne viande, c'est un peu des objets qu'on associe à la virilité, mais qui en soi sont dévirilisants. Surtout pour le tabac et l'alcool. Ensuite, pour la viande, je pense que ça a souvent des intérêts nutritifs. Mais on sait qu'à partir d'un certain stade, ça te bousille le corps. Donc, en fait, se bouffer des gros steaks chaque jour, on sait que c'est nocif. Après, se bouffer un gros steak de temps en temps, c'est sûrement positif pour toi, surtout si c'est de bonne qualité. Et ça peut entrer du coup totalement dans une hygiène de vie virile en fait. Écran et jeux vidéo. En effet, les écrans et jeux vidéo ont atteint la virilité à travers le fait qu'on n'a pas d'action dans le réel quand on est dans ces mondes-là. On n'a donc pas de productivité, pas d'amélioration de notre force physique, pas de dépassement de soi, pas d'évolution dans le monde réel. On ne se construit que dans une dans une virtualité de toute façon. De même, on n'a pas de conflit réel avec les gens, on ne se confronte pas à la réalité, pas de compétition sexuelle. Tous les moyens à travers lesquels normalement la virilité s'améliore. C'est-à-dire que le mec de nos jours a passé toute sa vie sur des jeux vidéo, quand il se retrouve en face d'une meuf ou en face d'un autre mec qui est un peu en tension et qui va peut-être vouloir être en conflit avec lui, eh bien il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il est complètement dévirilisé, il ne sait pas comment réagir. Son estime de soi, elle est complètement pourrie, complètement pétée du cul. Et donc là, pour dépasser ce genre d'obstacle, bonjour. Et dernier facteur, ah non, c'est pas un facteur en fait pour nier la vérité. C'est pas un facteur qui atteint la vérité. Là, je vais te parler juste d'un truc qui est que de nos jours, on a des tentatives pour retrouver ce concept de virilité. Des hommes se bricolent une virilité. Par exemple, on voit ça à travers les sports de combat, la musculation, la drague de rue. On a aussi un bel essor du machisme, du sexisme, la fachosphère. Bon, c'est un terme un peu connoté, mais enfin, qui est un terme employé aussi pour discréditer les gens, mais il y a sûrement une partie de vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même des fachos aussi, dans le sens vraiment un peu authentique.
des mecs qui... Enfin, facho, c'est pas un bon terme d'ailleurs. Non, mais je dirais plus qu'il y a des machistes et des sexistes de plus en plus, en tout cas qui sont présents parce qu'ils ont essayé de se reconstruire une identité d'homme, parce qu'elle était absente, sauf qu'ils font de manière un peu brouillon. Et un truc simple, en fait, c'est de se construire en dominant. Parce que forcément, par instinct, on a envie d'être dominant, et donc ils vont se mettre en position de dominer la femme, etc. Beaucoup de mecs se bricolent justement une vérité en dominant leurs femmes, en dominant les femmes en général, en étant sexistes, etc. C'est une position de l'âge, parce qu'il n'y a rien de plus simple que de dire dominer physiquement une femme, même parfois moralement, en fait, je veux dire. La vraie domination, ça serait de se confronter à un homme, un vrai. Et là, je peux te dire que tu travailles vraiment sur toi, là, t'es vraiment un homme viril. T'affrontes pas le faible, t'affrontes le fort. Dominer le faible, c'est pas une preuve de virilité. Il y a aussi des mecs qui se construisent du coup justement sur un anti-féminisme ou une haine des femmes avec le mouvement MGTOW et Incel. Alors il y a des très belles choses dans ces mouvements-là, mais aussi des vrais mouvements misogynes, etc. Donc on voit qu'il y a des mecs de ces mouvements-là qui se construisent aussi une certaine virilité, une certaine identité masculine à travers la haine des femmes. C'est pas la bonne manière de faire, bien entendu. Alors, pour finir, petite parenthèse perso, parce que je vois, oh là là, qu'il est tard. Enfin, bon, ça fait 20 minutes, 25 minutes. En fait, en me penchant au début sur ce sujet de la virilité, je n'étais même pas capable de formuler ce concept. Il était très abstrait pour moi, et au mieux, en pensant à la virilité, je pensais à un homme courageux et musclé, comme je le disais au début de cette vidéo. Je me suis rendu compte, en fait, du fossé qu'il y avait entre moi et un homme réellement viril. C'est un peu triste à dire, mais il y a aussi un fossé qu'il y a entre les vérités et presque tous les hommes. Enfin, il y a ce fossé est présent en fait entre la vérité et tous les hommes actuels. Très peu d'hommes sont authentiquement virils en fait. Très peu d'hommes en fait ont même l'ébauche d'une virilité. Mais il y a un fossé encore plus vicieux, c'est celui dans lequel sont la majorité des hommes, celui de la non-compréhension de ce que devrait être la vérité, et de ce qu'est la vérité en fait. Ils comprennent même pas ce concept-là. Ce qu'ils devraient être, malgré le fait qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils veulent être plus masculins. En fait, les mecs savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas ce qu'ils désiraient être, qu'il y a des gros problèmes chez eux, dans leur image de soi, qui pourraient être comblés justement par une quête de la vérité et le fait de se sentir viril. Ça comblerait déjà beaucoup de choses. Ils auraient une belle image d'eux, comme une femme très féminine aurait une belle image d'elle-même, en fait. Un homme viril sera bien dans sa peau. Et ça, c'est très malheureux de nos jours, parce qu'en fait, on n'a même plus l'occasion de vouloir travailler sa vérité. On ne sait même plus ce que c'est. Justement, il n'y a plus de discours là-dessus, en fait. Il n'y a plus de discours sur ce que devrait être un homme, ou ce que devrait même être un individu, d'ailleurs. C'est encore pire, d'ailleurs, parce que de nos jours, on ne parle même pas d'un idéal, je veux dire, sociétal. On n'a plus d'idéaux, on va dire, qui ont de la gueule. Si pour nous, enfin, si pour toi, travailler jusqu'à te tuer au travail, te faire de la thune, baiser toutes les meufs qui passent et être riche, ouais, puis être admiré des autres. Si ça, pour toi, c'est un idéal, on va dire, poursuivre, enfin, je veux dire, peut-être des choses à remettre en question, enfin, chez toi. Bon, je dis ça comme ça. Mais du coup, on voit bien que tous les idéaux de notre société, que ce soit la vérité ou même les idéaux de ce que devrait être un individu, on voit que tous ces idéaux-là sont complètement pétés du cul, hein, et donc c'est en remettant dans la tête des gens qu'il y a un concept de vérité qui existe et que c'est un truc naturel à poursuivre, etc., en remettant dans la tête des gens que ça existe, ces choses-là, en reparlant de la notion d'idéal, je pense qu'on peut amener des gens à se questionner et après à agir dans le bon chemin, qui est justement de poursuivre un idéal que chacun peut se fixer, mais à partir de notions que justement j'essaierai d'aborder et puis que d'autres gens partagent de nos jours, et que les gens pourront se construire à travers justement la virilité et la féminité, qui sont sûrement des notions d'avenir. Au vu de leur place prépondérante de nos jours dans les médias,
non mainstream, justement les médias, on va dire, YouTube, et cetera, ça prend de plus en plus de place et donc ça a bien s'ils sont là, c'est bien qu'il y a, quelque chose qui se passe. C'est que les gens sont attirés par ça parce que justement ils savent que ça répond à des besoins en eux, en fait. Bon, je digresse beaucoup, j'ai été un peu fatigué, je suis en train de faire un jeûne sec donc je suis, un peu crevé. Je referai peut-être la vidéo de toute façon, enfin l'audio, je le referai plus tard. Non, en fait, en ce moment, ce que je fais, c'est que je brosse déjà un premier. Je fais une première version, une première ébauche. Si des gens après commentent, bah, très bien, je pourrais améliorer, etc. là-dessus, la version. Puis moi, de toute façon, de temps en temps, je vais retourner dessus pour améliorer ces notions-là, pour les affiner, parce que la notion de viralité, bien sûr, est indispensable à la construction d'une société plus saine. Voilà tout, du coup. Après, je vais aborder un autre truc. Hum, Quelles sont les conséquences négatives en fait de la disparition de la vérité? C'est ça qu'on va aborder après. J'espère que je serai plus rapide, mais c'est ça qu'il y a beaucoup de notions dans ce thème de la vérité.